Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec The Barber Company Marseille. Votre coiffeur homme et barbier pour tous les styles. The Barber Company Marseille. 2 adresses. Galerie Géant La Valentine et rue Montaigne à Saint-Barnabé. Maritima. Le débrief. Reçu 5 sur 5 pour l'Olympique de Marseille de Jean-Louis Gasset après cette belle victoire 2-0 des Marseillais avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, un Pierre-Emerick Aubameyang que l'on n'arrête plus depuis l'arrivée du duo Gasset Printemps. Appelez-nous 04 42 41 36 15 04 42 41 36 15 pour débriefer ce beau succès des Marseillais. On est toujours là avec Jacques Bail et Jaco, victoire 2-0, mais ce qu'il faut retenir, et l'enseignement peut-être aussi qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est que l'OM a été bousculé pour la première fois sous l'ère Jean-Louis Gasset. Oui, effectivement, on a été bousculé. Alors pas pendant tout le match, parce qu'en première mi-temps, on a été quand même maître de ce match-là. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il y a eu des changements tactiques et l'OM était en difficulté. Mais c'est aussi normal, logique, légitime par rapport au match que l'on a fait dans la semaine. On le dit régulièrement, on va pas pouvoir tout gagner 5-0. Mais ce soir, les champions de Jean-Louis Gasset, les hommes de Jean-Louis Gasset, on fait du travail, ont beaucoup bossé et ils sont allés au bout d'eux-mêmes, et ça c'est une très très bonne nouvelle parce que il y a beaucoup d'énergie qui a été mise ce soir sur le terrain. Ouais, énormément d'énergie. On a vu beaucoup de joueurs finir au bout du bout, notamment Bamo Meïté qui a eu quelques crampes en fin de match. On va accueillir notre premier supporter par téléphone, c'est Jean-Jacques Fiorito, ancien journaliste sportif notamment et grand reporter dans la presse écrite. Salut à toi Jean-Jacques. Bonsoir. Jean-Jacques, victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille. Le job a été fait par les Marseillais encore une fois? Oui, évidemment. Si on nous avait dit il y a un mois que l'OM enchaînerait 5 victoires d'affilée, personne ne l'aurait cru. Donc d'abord, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est tirer notre chapeau à cette équipe et dire merci à Aubameyang. On va pas tarder à lui dresser une statue s'il continue sur ce rythme. Après, comme disait Jacques, je suis en grande partie d'accord avec lui. Donc l'OM a gagné, mais bon, en deuxième mi-temps, quand Nantes a commencé à avoir le monopole du jeu, on s'est senti revenir en arrière à l'ère Gattuso, et franchement, je pense que dans le stade et devant la télévision, tout le monde était inquiet. On voyait arriver le moment de l'égalisation qui n'est pas survenu, et c'est là où je me dis qu'il y a un signe du destin. J'ai l'impression qu'on a les vents porteurs aujourd'hui. C'est que à l'époque, on aurait pris un but, on aurait fini par un piteux match nul, ou à l'extérieur, on aurait peut-être même perdu. Et là, on trouve Aubameyang qui marque, qui fait gagner. Alors, c'est le signe, ça c'est le signe des grandes équipes. Quand elles sont malmenées, on sent que ça va mal et elles renversent le jeu. Je ne dis pas que l'OM est devenu une grande équipe, évidemment. On va pas s'enflammer. Mais ça veut dire quelque chose. C'est un signe. Jean-Jacques, c'est un autre facteur qui montre que dans la tête des Marseillais, ça va beaucoup mieux. Bon, oui, ça va mieux, même si on s'est senti un peu déstabilisé en deuxième mi-temps quand on a perdu le monopole du jeu. Oui, évidemment que ça va mieux depuis que Gasset est arrivé. On enchaîne. L'OM était dominé, mais je pensais pas que l'OM doutait comme elle aurait douté sous l'ère Gattuso et auparavant sous l'ère Marcelino. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que on a un attaquant qui peut renverser la vapeur comme le faisaient les grands attaquants qu'on a eu tout au long de l'histoire de l'OM. Et ça c'est encourageant. Alors on a eu aussi, on va enlever cette mauvaise demi-heure là où on a été dominé. On a eu quand même Harit qui a fait une très très bonne mi-temps, ça il faut le souligner. C'est un Harit nouveau. Ndiaye, c'était pas le Ndiaye des derniers matchs, mais c'était loin d'être le Ndiaye qu'on n'appréciait pas, qui était pas bon. Il a pas fait un super match, mais bon, il était quand même présent. On a eu un super Gueye. Et moi, je retiens aussi que le niveau de l'équipe est un peu tombé quand les changements ont été faits, quand Gueye est sorti. Bon, ça, c'est mon avis. On avait plus de maîtrise. Mais bon, l'essentiel, c'est d'avoir gagné 5 victoires d'affilée, comme je le disais tout à l'heure. Personne n'y aurait pensé si on nous avait annoncé ça il y a un mois.
Alors tu parles des changements. Jean-Louis Gasset a fait 3 changements de suite avec l'entrée de Kondogbia à la place de Pape Gueye, Onana qui a remplacé Ndiaye, Merlin qui a remplacé Ulysse Garcia. Est-ce que ces 3 changements qui ont été faits en même temps, est-ce que c'est un petit peu déstabilisé cette équipe marseillaise? Est-ce que tu l'as senti comme ça, toi? Je n'irai pas jusqu'à dire que ça amoindrit la qualité de l'OM. Mais moi, j'ai vaguement l'impression que ça a coïncidé avec la chute de régime de l'équipe. Comme je le disais tout à l'heure, comme je le pense, et comme le disaient les commentateurs à la télé, Gueye a fait un grand match, quoi. Il a ratissé, il a gratté un maximum de ballons, il était omniprésent au milieu. Et puis, bon, Gueye est sorti, et puis, bon, c'est un peu déséquilibré, je trouve, l'entrejeu. Devant aussi, on a vu Moumbagna. Moumbagna, c'est pas Aubameyang, enfin, du moins pas pour le moment. Je dirais pas que c'est à cause des rentrées que l'OM a perdu de son aplomb, là, de sa superbe, mais ça a coïncidé, quoi. Et voilà, il faudra y passer pour le prochain match. Ouais, le prochain match, il arrive vite, c'est jeudi, avec ce 8e de finale retour face à Villarreal et ce déplacement en Espagne. Merci Jean-Jacques, en tout cas, d'avoir été avec nous. Jacques, continuons sur les choix tactiques opérés par Jean-Louis Gasset et ces 3 changements qui ont été faits rapidement. Jacques, ces changements faits par Jean-Louis Gasset, ils ont été faits parce que Nantes, à la mi-temps, a changé quelque chose et Jocelyn Gourvenette a complètement changé sa tactique finalement au retour des vestiaires. Oui, effectivement, quand on se plaignait sur Gattuso du manque de coaching, du manque de réaction, de réactivité lors des repositionnements des équipes adverses, lors des fois où on a été en supériorité numérique, là il y a de la réaction. Donc évidemment, on a fait des postes pour poste, notamment Merlin avec Garcia parce que Garcia était en difficulté. On l'a vu sortir avec une poche de glace. On a vu un Onana remplacer un Ndiaye pour pouvoir à un moment donné essayer dans le milieu de bloquer un petit peu tout ça. Et un poste pour poste, un Kondogbia qui remplace Gueye, qui lui était un petit peu fatigué. Donc voilà, c'est de la réactivité parce que cette équipe nantaise, elle a mis un peu plus d'offensif. C'est quand même pas sorcier le football. Il faut avoir de la réaction, c'est important. Et Jean-Louis Gasset et son staff en ont eu de la réaction. On va accueillir Zapi, supporter marseillais. Oui. Salut à toi Zapi. Oui, salut, bonsoir. Zapi, ce soir on a vu un OM taille patron qui a géré son match. Ouais. Moi, je suis content. Une bonne OM, vu la situation qu'on était il y a 15 jours, 3 semaines, là. J'aurais pas cru un moment qu'on arrive à redresser la barre et on a fait bravo à Gasset, bravo à l'OM, bravo à tout le monde parce que franchement, on retrouve une équipe, on retrouve une âme. Il y a une âme. Voilà, c'est pas une grande équipe, mais il y a une âme. Et puis on a joué jeudi aussi. Hein. Alors justement, Zapi, est-ce que c'est normal et compréhensible de voir un match de l'Olympique de Marseille comme ça après ce grand match qu'ont fait les Marseillais jeudi? Gasset l'a dit, mais il avait vu juste. Hein. Je savais très bien qu'aujourd'hui, ça serait un match très, 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 très dur. Hein. Et Nantes a montré que sur le match qui fait Nantes ce soir, je me demande cette équipe ce qu'elle fait en bas. Hein. Parce que franchement, ils m'ont vraiment fait une bonne impression. Alors après, c'est vrai qu'ils n'ont pas été hyper dangereux, mais ils ont quand même des joueurs qui font mal hein, sur les côtés là. Ce Simon et tout là, c'est costaud. Hein. Voilà, moi j'ai vu une belle équipe de Nantes, et j'ai vu une équipe de l'OM fidèle à elle-même avec derrière un bon Maïté, un bon Balerdi, encore un très bon Balerdi. Voilà, et Mbemba, très bon aussi, voilà, bon, un gardien qui il me fait des fois un peu peur, mais bon. Voilà, il n'y a pas eu quand même le danger de but vraiment flagrant. Mais on a souffert. Ouais, l'OM a été bousculé. Une des premières fois que l'OM est autant bousculé depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Zapi, l'OM est 7e au classement et revient à 3 points de la 4e place. 4e place qui est synonyme de barrage qualificatif pour la Ligue des Champions la saison prochaine. La question maintenant, elle est simple si on se projette un petit peu et en toute honnêteté, est-ce que l'OM, tu penses que l'OM peut tenir le coup selon toi et cette cadence? Peut-être, je
oui, s'il y a un bon, si Gasset a l'air de bien gérer les joueurs, a l'air de bien maintenir tout le monde, la tête bien fraîche, il fait rentrer les gars, ce soir il a pris je pense, des remplacements opportuns, parce que les joueurs, il faut pas oublier qu'un joueur comme Gay, quand on voit combien il a de matchs, il a pas tellement de matchs, Gay, et bon, c'est dur de le faire jouer 90 minutes, surtout au poste où il joue, où il faut courir là. Non, oui, moi je pense qu'il peut. Bon, je pense pas dans les 4 premiers, mais je pense que la 5e place, ils peuvent l'accrocher. Ça va être dur. Mais bien évidemment, ça va être très compliqué à tenir pour l'Olympique de Marseille. On va voir ce qu'en pense Jacques. Jacques, est-ce que, on espère tous, bien évidemment, que l'OM tienne le coup, mais de ce que tu vois, et des matchs à venir également, Jacques, on rappelle en Ligue 1, les gros matchs vont s'enchaîner pour l'Olympique de Marseille avec le déplacement à Rennes. Il y aura la trêve internationale bien sûr, mais après ça sera la réception du PSG, le déplacement à Lille, la réception de Nice. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui te font dire que l'OM va tenir le coup ? Oui, l'OM va tenir le coup, parce que quand tu as une équipe de football, le principal c'est d'avoir un fond de jeu, c'est d'avoir des trajets préférentiels et d'avoir une équipe et surtout des joueurs qui sont en capacité, notamment les rentrants, de pouvoir remplacer les joueurs fatigués. Et cet effectif de l'OM, finalement, on s'est plaint de beaucoup de joueurs, mais là on voit des joueurs talentueux. Alors certes, il y a des joueurs fatigués. On n'oublie pas qu'on risque de récupérer Valentin Rongier, on risque de récupérer aussi peut-être Gigot, donc ça fera quand même des éléments supplémentaires. Murillo sur le côté droit qui va pouvoir suppléer Klos si Klos est absent, parce que Meïté, lui, il est plus en difficulté de couloir droit. Donc voilà, il y a du jeu, il y a vraiment de la qualité au milieu du terrain. Ça joue au football, dans la récupération. Un Kondogbia, un Gay, un Verretou qui commence à montrer le bout de son nez après sa blessure, et surtout un Amin Harit qui redevient assez performant. Donc voilà, tu rajoutes à ça des attaquants qui sont quand même assez puissants et assez efficace et assez lucide, et ben tu vois que tu as une bonne alchimie qui peut se passer à l'OM. Ouais, Zapi, finalement tous les signaux et tous les voyants sont au vert pour ce match face à Villarreal jeudi soir, après ce récital pour le match aller 4-0. Oui, bon, après, il faut quand même rester concentré, pas aller la fleur au fusil, parce que ça reste un match de football et ça va tellement vite le football, hein. Il suffirait qu'il marque 2 buts dans le premier quart d'heure et qu'il y ait panique à bord. Bon, attention, je vais un peu dans le pessimisme, là, mais bon, j'y crois pas. Mais attention, le football, tout peut arriver. Je pense que l'OM assez costaud et assez quand même conscient que ça va être un match costaud, mais il faut l'aborder comme si on était 0-0 et jouer la première mi-temps à fond, et puis en deuxième mi-temps faire tourner si on peut le faire. Voilà. On verra ce que fait Jean-Louis Gasset. Est-ce que décide Jean-Louis Gasset? Oui, Zapi, très rapidement. Les 2 matchs qui arrivent, là, ils vont être déterminants pour le championnat. Rennes et Paris, il faut prendre 4 points sur 6. Voilà. Il n'y a pas de mystère. Si on veut terminer dans les 4 premiers, si on veut vraiment terminer dans les 4 premiers, il faut prendre 4 points sur 6. L'Olympique de Marseille aura le temps de préparer ce match face au Paris Saint-Germain, parce qu'il y aura la trêve internationale. Le match face au Paris Saint-Germain, ça sera le prochain match à domicile le 31 mars au Vélodrome, et ça sera bien sûr à suivre sur Maritima. Merci Zapi d'avoir été avec nous sur notre antenne. Jacques, pendant la retransmission, quand tu étais avec Karim en direct, tu voulais analyser le match de Mbemba et Balerdi. Qu'est-ce qui t'a plu finalement dans leur prestation de ce soir, plus peut-être que sur des matchs précédents? Ce qui me plaît, c'est qu'ils montent en puissance. Ils ont géré de main de maître cette défense. J'ai l'impression que tous les deux ils progressent au fil des matchs. C'est incroyable quand je vois Léo Balerdi jouer au football avec cette sérénité. Je vois Mbemba faire des tacles rageurs avec de la récupération de balles au sol. Je les vois bien positionnés sur les coups de pied arrêtés. Je les vois ressortir le ballon, remonter vers l'avant. On appelle ça sonner la charge. Donc ils ont été tout simplement exceptionnels. Sincèrement, cette défense-là, je me demande comment Gigot peut récupérer sa place de titulaire. Pour l'instant, si on ne change pas de système à 4, c'est tout simplement impossible. Personne ne pourra sortir ni Balerdi ni Mbemba. Ils sont au-dessus du lot.
Ouais, au-dessus, Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba, qui était capitaine ce soir de l'Olympique de Marseille. On va continuer ce débrief du bar des supporters avec Karim qui nous a rejoint. Salut à toi, Karim. Bonsoir tout le monde. Karim, pour poursuivre sur ce que dit Jacques, c'est vrai que la défense centrale, Mbemba, Balerdi, ça commence à être du costaud véritablement. C'est de plus en plus solide et ça monte en puissance au fil de la saison. J'ai l'impression que la complémentarité, surtout, elle leur fait du bien. Mbemba, il rapporte toute l'expérience qu'il a à un Balerdi qui est encore un peu jeune, fougueux et qui a du mal à contrôler sa grinta. Et à l'inverse, il y a Balerdi qui apporte beaucoup de grinta et Mbemba, il est de plus en plus costaud sur l'homme, plus dur, il n'hésite pas à tacler alors que c'est des gestes qu'il fait pas forcément de base. C'est un défenseur qui aime bien rester debout. Ça lui a porté préjudice de temps en temps. Après, c'est un excellent défenseur, mais c'est vrai que Balerdi à ses côtés, la complémentarité, elle est incroyable depuis quelques matchs. Ouais, une autre complémentarité qui est en train de naître, Karim, c'est plus une complémentarité offensive. C'est Amin Harit et Aubameyang qui se trouvent de plus en plus dans les petits espaces. Dans les petits espaces entre Aubameyang, Harit et on peut même ajouter Ndiaye qui aime bien jouer à la balle dans les petits espaces, c'est génial. Le petit reproche que j'ai avec Harit, c'est dans le dernier geste, dans la surface, la dernière passe ou la frappe pour aller au but, c'est plus compliqué. C'est pas un joueur qui est décisif en passe et en but, mais à côté de ça, il délivre des passes clés match après match. Ça va venir petit à petit, mais la relation entre les deux, elle est parfaite. Et un Pierre-Emerick Aubameyang, Karim, il faut en parler. Étincelant depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Ça montre qu'un attaquant en confiance, finalement, ça ne pardonne pas pour les défenses adverses. En confiance, oui, ça c'est sûr, mais surtout avec du rythme. Quand il est arrivé, il a eu des débuts compliqués, tout le monde lui est tombé sur le dos. Ça reste, il a son âge, il a plus la même pointe de vitesse qu'il pouvait avoir 10 ans en arrière, mais il manquait surtout de rythme. Il sortait d'une saison blanche où il avait quasiment pas joué. Il y a eu une prépa en demi-teinte avec Marcelino où physiquement, je suis pas sûr qu'il ait forcément travaillé. Et là, petit à petit, avec l'enchaînement des matchs, on le voit, il n'hésite pas à les presser alors que c'est pas son registre de base. Il s'arrête pas de courir. C'est vraiment un leader technique et ça devient un leader dans le vestiaire aussi. Ouais, Jacques, tu le ressens que Pierre-Emerick Aubameyang, il devient plus qu'un leader sur le terrain et aussi un leader dans le vestiaire secret, parce qu'on l'a vu pendant la période où ça n'allait pas trop bien face au FC Nantes pendant les 20-30 minutes. C'est lui des fois qui a encouragé ses coéquipiers, voire qu'il est réprimandé. Oui, mais pour être leader, il faut quand même du temps. On se rappelle de Dimitri Payet, de Matteo Guendouzi, qui était assis sur l'Olympique de Marseille depuis pas mal de temps. Donc lui, il arrive. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour lui quand tu es un leader naturel et que tu es un garçon comme il est, c'est-à-dire un superbe joueur avec les clubs qu'il a fait. Il n'était pas performant, donc c'était difficile pour lui de venir s'imposer. Mais là, maintenant, le fait d'en plus être lucide et performant, ça lui permet d'être le meneur et d'être l'homme de la situation et le meneur de l'Olympique de Marseille. En plus, c'est un garçon joyeux. C'est un garçon qui a toujours le sourire. J'ai entendu dire à Amin Harit qu'il parle au jardinier, qu'il parle au serveur, qu'il parle à tout le monde à la commanderie comme il parle au président. C'est un monsieur simple, c'est un monsieur vrai. Et donc, ça pue l'authenticité, ça pue la réalité. Donc aujourd'hui, on le sent bien, on le sent heureux et ça nous fait du bien. Karim, est-ce que tu penses que Pierre-Emerick Aubameyang est peut-être le meilleur buteur et le meilleur attaquant en ce moment en Ligue 1 ? Ah oui, en ce moment, oui, en Ligue 1, surtout que les équipes du haut de tableau, en ce moment, elles sont en difficulté. On arrive à grappiller des points dessus. Il n'y a pas forcément un attaquant qui est sous la lumière. Il y a un Kylian Mbappé qui commence à être absent. Donc oui, Aubameyang a clairement sa place dans les 2-3 meilleurs attaquants de Ligue 1, voire la première position. On espère en tout cas, pourquoi pas, que Pierre-Emerick Aubameyang rentre rapidement dans le top 3 des meilleurs buteurs en Ligue 1. On rappelle que le premier, c'est Kylian Mbappé avec 21 buts inscrits dans ce championnat. Merci Karim d'avoir réagi après cette belle victoire. On le rappelle, 2-0 de l'Olympique de Marseille face au FC Nantes. Après un doublé, on le disait, de Pierre-Emerick Aubameyang. Et voilà, c'est la 5e victoire de suite de Jean-Louis Gasset. Une 5e victoire qui permet aux Marseillais de revenir à 3 petits points de la 4e place au classement. Jacques, parlons un petit peu, essayons d'analyser un petit peu ce qu'a essayé de mettre en place Jean-Louis Gasset ce soir. Est-ce que toi, tu arrives à lire le schéma mis en place par Jean-Louis Gasset et son staff ce soir face à Nantes ?
Mais écoute, je pense qu'il y a des joueurs qui se repositionnent en phase offensive ou en phase défensive différemment. On voit un Iliman Ndiaye qui est sur le côté de temps en temps, mais il y a aussi Pierre-Emerick Aubameyang qui peut le remplacer. Éventuellement, ça bouge de l'un et de l'autre, c'est-à-dire qu'un est dans l'axe et puis à un moment donné, il peut aller dans le couloir. Ça donne aussi un petit peu mal à la tête aux défenseurs parce que tu ne sais jamais qui va être dans ton couloir. Donc voilà, on voit que Sarr, lui, par contre, il est positionné couloir. Et derrière, tu as un Amin Harit qui est positionné en chef d'orchestre. Et on peut avoir aussi un Jordan Verretou qui peut l'accompagner en phase offensive aussi. Par contre, Gueye, lui, il est quand même positionné derrière. C'est un monsieur qui est là derrière pour protéger ses défenseurs centraux dans l'axe. Voilà un peu comment s'oriente cette équipe de l'Olympique de Marseille. Allez, on va essayer de voir ce qu'en passe Jean-Max, supporter olympien. Salut à toi, Jean-Max. Ouais, salut Enzo, salut à Jacques. Je me suis régalé de les écouter. J'avais l'écran Prime Vidéo, j'avais le son de Maritima. C'était en plus comme d'hab. Comme d'hab. Après, pendant les matchs de l'Olympique de Marseille. Merci en tout cas, Jean-Max, d'être avec nous et de nous écouter quotidiennement et très régulièrement à Maritima. Expliquons un petit peu, essayons d'analyser ce qu'a essayé de mettre en place ce soir Jean-Louis Gasset. On a vu beaucoup de fois 4 joueurs au milieu de terrain pour avoir une supériorité, c'est parce que Nantes avait 3 milieux de terrain. Ouais, c'était un match un petit peu compliqué, d'une part parce que y a une donnée qu'il va falloir mettre en avant et parce que j'ai déjà lu le titre d'un quotidien, le seul unique en France, qui a dit un point c'est tout, mais je pense qu'il faut quand même pas oublier que l'OM avait joué il y a 3 jours un match de très haute intensité. C'était quand même Villarreal qui s'était présenté au Vélodrome. Il y a eu 4-0, il y a eu une grosse débauche d'énergie. Jonathan Klaus a été mis au repos, n'était même pas sur la feuille de match, et Meïté est rentré. C'est vrai qu'on voyait qu'il n'était pas du tout habitué à ce poste-là. Il a souffert avec un Moses Simons. D'ailleurs, je sais pas ce qu'en pense Jacques, mais il va falloir peut-être se pencher sur ce joueur-là qui me semble très 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 intéressant. Je pense que moi j'aimerais bien le voir du côté de la Canebière, s'il y a peut-être un coup à faire pour l'intersaison avec ce joueur-là. Mais ce que j'ai aimé chez Meïté, c'est qu'il a su ensuite le contenir. Il était claqué à la fin, il était brisé menu, mais il a su le contenir et ça n'a pas été facile pour lui. Par contre, Ulysse Garcia, ça a été un petit peu plus compliqué, mais surtout, ce que j'ai envie de dire, Enzo et Jacques, c'est que ce soir, on a eu dans un match compliqué, parce que c'est toujours compliqué, on savait que c'était piégeux, un match de taulier. Pourquoi un match de taulier? Parce que Aubameyang, c'est en train de devenir le vrai taulier. Il est passé par des clubs qui ont joué la Ligue des Champions, Arsenal, le Barça, Dortmund, j'en passais les meilleurs. Il a marqué 2 fois dans un match très verrouillé, avec une défense où ils avaient mis le bus de la gare centrale en première période, des Nantais. Et il a su claquer le 2e but au bon moment. Et d'ailleurs, on a vu que ça a tout changé derrière. Et surtout, l'entrée de Kondogbia, taille patron également, Verretou taille patron, et que dire de Chancel Mbemba derrière, avec Léo, et je mets Léo Balerdi. Qui l'eût cru il y a quelque temps, mais Léo Balerdi est en train de se mettre à la taille patron, et actuellement en défense centrale, les deux sont actuellement indiscutables. Voilà pour moi ce qui a fait la différence. Après, oui, on a souffert, il y a eu un changement de début de 2e période. C'est vrai que c'était pas évident. Il fait rentrer Mohamed, il fait rentrer également Florent Mollet, qui est un très bon joueur, qui sont des bons joueurs de football. Il a fallu se réorganiser et surtout, on a pioché, mais sans. Tu as senti physiquement que cet OM-là était un petit peu, tirer la langue, pardon. Mais on va dire Enzo, c'est légitime. À un moment donné, il y avait que, en définitive, que je dise pas de bêtises, arrêtez-moi, sur le 11 de départ, il y avait que 2 joueurs qui n'ont pas joué, 3 joueurs qui n'ont pas joué jeudi soir, qui étaient alignés. C'était pas de Gueye, Ulysse Garcia avec Bamo Baïté. Après tout le reste, c'était des joueurs qui ont fait le match plein jeudi soir, et c'était tout à fait légitime le turnover qu'a mis en place Jean-Louis Gasset. Mais il a fait les entrées au bon moment. J'aimerais avoir vos avis. Je trouve que Jean-Louis Gasset, enfin, je vais dire un coach
qui fait rentrer les joueurs quand il faut les faire rentrer, c'est-à-dire qu'il n'attend pas le moment, on va dire, fatidique pour faire rentrer. Il sent, il fait rentrer, il fait les changements au bon moment. Et ce soir, bien sûr, on s'attendait. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait de la fatigue. On aurait pu tuer le match en première période. On ne l'a pas fait parce qu'on aurait marqué ce deuxième but, on aurait moins souffert en deuxième. Mais là, il y avait qu'un but d'écart et on sentait que on allait piocher. Et on a pioché, mais on a su tenir. Et c'est là que je dis taille patron, parce que je crois que le deuxième but, c'est Verretou, Kondogbia, Aubameyang. Donc voilà pourquoi je pourrais baptiser ce match taille patron avec nos tauliers. Taille patron, taille taulier, voilà, on va dire. Un match de taulier, en quelque sorte. Ouais, un match de taulier, un match solide de l'Olympique de Marseille. Merci Jean-Max en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir réagi. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci Jean-Max et à très vite sur nos antennes. Absolument. Voilà, absolument. Merci à vous en tous les cas. Merci. Bonne soirée à toi. Jacques, c'est vrai, on a vu Bamo Meïté ce soir titularisé sur le côté droit. Il a été mis en grande difficulté, il faut le dire, notamment en première période par Moses Simon. Est-ce que tu penses que c'était un bon choix de mettre Bamo Meïté à droite et Chancel Mbemba dans l'axe? Oui, parce que si au moins tu déplaces pas les deux, parce que Mbemba, tu connais sa performance dans l'axe, et je pense que Meïté a des qualités, mais il est loin de celle de Mbemba. Ça lui a permis aussi à Chancel de pouvoir couvrir Meïté. On sait tous que il ne peut pas répéter les efforts comme ça dans le couloir régulièrement. Ce n'est pas un latéral droit, c'est un défenseur central. Mais tu avais pas le choix, malheureusement. Murillo, on sait tous qu'il va se faire opérer. Klaus, on ne sait pas ce qu'il y a, mais bon, il était absent. Donc voilà, c'est aussi difficile de gérer un effectif. Je pense que Meïté, lui, il a fait le match qu'il pouvait faire avec ses qualités. Mais c'est vrai qu'il a été mis en difficulté par un très très bon Moses Simon. Ouais, on va demander à Hugo qu'est-ce qu'il en a pensé de ce match. Salut à toi Hugo. Salut à tous. Hugo, Moses Simon qui a mis en grande difficulté Bamo Meïté sur le côté droit. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce joueur? Est-ce que tu le découvres? Est-ce que tu le connaissais déjà? Et est-ce que tu penses que ça peut être peut-être une opportunité pour l'Olympique de Marseille la saison prochaine? Alors là, pour être franc avec vous, j'ai découvert ce soir, j'ai trouvé très bon dans son rôle. Il nous a mis en difficulté, mais c'est là où j'ai trouvé Meïté très bon ce soir. J'adore ce joueur depuis qu'il est là, et je trouve que dans le rôle de latéral, il est assez costaud, il est assez bon. Il a récupéré pas mal de ballons, et heureusement qu'il a mis Simon dans sa poche. Même j'exagère un peu, mais c'est ça l'idée. Ça c'est intéressant de sa part. Ouais, un OM qui a été mis en danger par Axel Delman sur les côtés, avec Ulysse Garcia aussi de l'autre côté qui a été très discret. Lui en revanche, par contre je suis plus inquiet de sa prestation. Je l'ai trouvé pas au niveau, pas au mieux en tout cas ce soir. Mais il n'y a pas que lui qui n'a pas été au niveau à mon sens ce soir. Il y a de la gestion par rapport à ce qui va se passer jeudi soir, c'est certain. Par respect physique, je veux bien l'entendre, mais en revanche, au niveau technique, il y a plein de joueurs ce soir en seconde période qui n'ont pas été au niveau. Tu penses à qui, Hugo? Onana, c'est pas possible. Il a la lessive au bout des pieds, c'est pas possible. Dès qu'il touche un ballon, ça part. Il n'arrive jamais à poser le jeu. Je pense que quant à Merlin ce soir, encore une fois, il fait une mi-temps beaucoup trop discrète à mon sens. Je pense que si on réédite cette deuxième mi-temps contre Villarreal, voire même un championnat contre Rennes, ça peut être inquiet, mais j'espère que c'est dû à une gestion. Mais encore une fois, la gestion, pour moi, elle peut excuser le côté physique, mais pas toutes ces pertes de balles. On n'a pas réussi à poser le jeu en seconde mi-temps, sauf après le but d'Aubameyang. Alors, on va voir ce qu'en pense Jacques, qui a vu le match des tribunes. Jacques, est-ce que tu rejoins un petit peu ce que dit Hugo sur son analyse? Oui, c'est vrai que sur le cas Onana, c'est vrai, c'est un joueur qui a des particularités. Il est atypique techniquement. C'est pas un joueur avec de grandes qualités techniques, mais il a apporté un petit peu de puissance au milieu du terrain où, avec ses épaules, c'est un combattant. C'est un milieu récupérateur, et dans ce genre de match où on était un petit peu bousculé, il fallait un peu des muscles, et il apporte un peu des muscles, mais c'est vrai que c'est pas un joueur avec une vocation offensive
défensive importante. Après, sur le cas Merlin, moi je suis désolé, j'attends tout à fait autre chose aussi. Effectivement, même si Garcia lui est en difficulté, mais il est sorti avec une poche de glace sur la jambe, donc je pense qu'il était amoindri ce soir. Mais Quentin Merlin, sincèrement, j'attends beaucoup plus que ça, parce que c'est complètement insuffisant. Combien de fois on l'a vu dans le couloir sur ce match, mais aussi sur d'autres matchs, ne pas prendre d'initiative, ne pas pousser vers l'avant, alors qu'on sait qu'il est capable d'apporter offensivement avec des centres enroulés. Et là, il est toujours en train de remettre le ballon derrière, il récupère et on donne derrière, récupère, on donne derrière. Et il fait absolument rien de capacité, de capable de perforer les défenses adverses. Il va falloir obligatoirement qu'il nous montre autre chose. Sincèrement, je suis pas très content de ce que fait Quentin Merlin actuellement. Ouais, lui aussi qui a besoin peut-être aussi d'acclimatation à l'Olympique de Marseille. Mais bien sûr, mais on attend autre chose. Évidemment, bien sûr, bien entendu. On n'est pas en train, évidemment, de le dire. Il est pas bon, pas de souci. Mais quand tu sais ce qu'il est capable de faire, parce qu'on sait que c'est comme Sarr, Enzo, quand il était pas bon, on n'était pas content parce qu'on savait de quoi il était capable. Sarr, tu as des mauvais joueurs. Moi personnellement, je vois pas Correa un jour se transformer, parce que je pense qu'il est tout juste moyen. Mais par contre, Merlin, je sais et je suis sûr qu'il est capable de faire mieux que ça. Et on attend qu'il fasse mieux que ça. Bien sûr, et comme on dit plein de fois et à chaque fois, Jacques, on analyse les matchs des joueurs, et quand ça ira mieux, on le dira bien entendu. Et le parfait exemple, c'est Aubameyang, Jacques. On a dit lors de ses mauvais matchs, mais par contre quand il est bon, et en ce moment il est très bon et il porte l'Olympique de Marseille, on le dit, bien évidemment. Hugo, finalement, est-ce que le premier test pour Jean-Louis Gasset, c'est pas dimanche, même s'il y a Villarreal, bien entendu, ce jeudi en Europa League, mais est-ce que le vrai test, c'est pas dimanche avec le déplacement à Rennes? Ouais, je te rejoins. On l'a dit aussi contre Villarreal, je dis ça, mais je pense que contre Rennes, c'est le premier test en championnat. Le premier vrai test sera contre Rennes, une équipe qui est du même niveau que nous, qui a connu un début de saison un peu délicat comme nous. C'est une équipe avec qui on a beaucoup de similitudes, je trouve. Enfin, je parle pas dans le jeu, mais je parle au niveau du club. Donc, ce sera contre Rennes, et puis c'est un match super important au niveau comptable. Et ce soir, miracle, on est qu'à 3 points de la Ligue des Champions, ça faut le rappeler. Et oui, miracle, l'Olympique de Marseille est à 3 points de la 4e place. Qui l'aurait cru il y a peut-être de ça 1 mois ou 3 semaines, quand l'OM sortait d'une défaite face à Brest. Mais l'Olympique de Marseille est à 3 points d'un barrage qualificatif pour la Ligue des Champions. Et il reste encore 9 matchs. Donc tout est encore possible pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Merci Hugo d'avoir été avec nous après ce très beau succès marseillais. On va enchaîner avec Romain qui nous a rejoint au standard. Salut à toi Romain. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Romain, une victoire 2-0. Explique-nous un petit peu ton sentiment, ton avis sur cette rencontre des Marseillais. Ça a été un match un petit peu compliqué malgré tout, parce qu'on a ressenti de la fatigue par rapport au match de jeudi. Mais malgré tout, on a su être sérieux, on n'a pas pris de but, on a su être réaliste sur les occasions qu'on a eues. Et on a encore vu un Aubameyang qui nous porte ce soir. Donc c'est une victoire importante. C'était vraiment très important de gagner ce soir. Un autre joueur qui a été bon ce soir et qui est encore une fois décisif, c'est Ismaïla Sarr, Romain. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver un Ismaïla Sarr en confiance. C'est vrai qu'il avait fait un début de saison assez compliqué. Mais là, depuis que Jean-Louis Gasset a repris l'équipe, c'est vrai qu'on le sent plus en confiance. Il est mis dans de meilleures dispositions aussi. Et on voit de suite la différence. Jacques, Ismaïla Sarr, c'est un petit peu le joueur frisson de cet effectif marseillais. Oui, effectivement. Ismaïla Sarr, sur le couloir, il apporte énormément. Il provoque, il percute, il est généreux dans les efforts. Techniquement, il est capable de faire de belles choses. Il a été buteur. Oui, c'est du sucre et c'est bien. Et tant mieux. Très bon match de Ismaïla Sarr. Un autre qui a été bon, Romain, c'est Amin Harit, notamment en première mi-temps, où il nous a montré véritablement ce qu'on attend de lui. Romain ? Oui. Oui, c'est bon, t'entends.
Oui, de toute façon, on connaît tous les qualités de Amin Harit, ses qualités de dribble, de percussion. On sait qu'il est capable de faire beaucoup de différences. Il a encore montré ça. C'est vrai que depuis un moment, il enchaîne les bonnes prestations. Et voilà. Et après, c'est vrai que quand tu joues dans ce rôle de meneur de jeu, c'est vrai qu'on sent que c'est vraiment son vrai poste et qu'il est capable de porter cette équipe vers le haut aussi. Donc voilà, pour que ça dure comme ça le plus longtemps possible pour les temps nationaux marocains. Merci Romain, en tout cas d'avoir été avec nous après cette belle victoire des Marseillais. Jaco, le match ce soir de Amin Harit, il a combiné, il a dribblé, il a tenté, il a été vraiment très percutant et on le disait tout à l'heure avec notre auditeur, il y a une véritable complémentarité qui est en train de se créer avec notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, c'est évident, vraiment. Quand je le vois faire des courses comme ça dans la verticalité, venir provoquer, on se rappelle du dernier but qu'il a fait l'occasion qu'il a su créer pour Aubameyang. Amin Harit est devenu le chef d'orchestre. Alors il y a des moments où il est un petit peu en dessous, mais c'est normal parce que quand tu prends autant de risques, chaque fois qu'il a le ballon, il va essayer de trouver quelque chose, une solution. C'est pas quelqu'un qui va donner le ballon à droite ou à gauche sans prendre de risques. Amin Harit est en pleine bourre et ça fait du bien aussi. Et cette complémentarité au fil des mois, elle va porter ses fruits. On espère tous que ça puisse tenir le plus longtemps possible parce que si tu veux avoir des automatismes, il faut aussi prendre l'habitude de jouer avec tes partenaires. Donc Harit, Aubameyang, oui, duo gagnant, mais il faut insister. Et il faut insister, il faut continuer pour créer encore plus de choses et être encore plus décisif. Pourquoi pas un but aussi pour Amin Harit pour le récompenser aussi de ses très bons derniers matchs. On va finir ce débrief du bar des supporters avec Steph Martins qui nous a rejoint. Salut Steph. Salut Enzo, salut Jacques. Steph, comment tu as vécu ce match dans les tribunes et dans le virage sud? Une bonne première mi-temps où on a maîtrisé les Nantais, on a su se procurer quelques occasions, avec un but de renard d'Aubameyang qui fait énormément de bien. Et après, une deuxième mi-temps vraiment très compliquée. Je pense qu'il y avait pas mal de fatigue où on a reculé. Et on avait l'impression qu'on voulait laisser le jeu à Nantes et essayer de piquer au bon moment. Bon, après, il y a ce but vraiment très très joli, et notamment dans la construction, avec ce 1-2 entre Verretou et Kondogbia, et ce changement d'aile pied droit et la finition d'Aubameyang qui est chirurgical et qui permet de souffler. Et oui, on a souffert en deuxième mi-temps quand même. Steph, le deuxième but, tu fais bien d'en parler. Il arrive contre le cours du jeu. Et finalement, c'est rare que l'OM marque contre le cours du jeu comme ça, et c'est important de le souligner. Ah oui, voilà, c'est très important. C'est 3 joueurs. C'est le double 1-2 de Verretou Kondogbia, ce changement d'aile pied droit de Kondogbia qui trouve Aubameyang. Il essaye de faire de lober la pompe et il la récupère bien, il la place au ras du poteau. Donc franchement, ce soir encore une fois, Aubameyang, il a été très 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 efficace et chirurgical devant la cage. Par contre, où on peut dire sincèrement qu'il a été un petit peu en dessous de ses dernières prestations, c'est Iliman Ndiaye, Steph. Ah oui, carrément, oui. Sur les 3 offensifs, c'est celui qui a été réellement en dessous. On a tout simplement pratiquement prêt de tout le match. Voilà, donc je pense qu'au niveau des passes réussies, au niveau des duels gagnés, ça ne doit pas être exceptionnel. Donc ouais, ce soir un match en deçà de Tielemans, mais après voilà, il est encore jeune, il a fait un grand match jeudi dernier, donc il y aura des matchs avec, des matchs sans. Là on va enchaîner des gros matchs, j'espère que ça sera au niveau parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. Jacques, 2 ballons touchés pour Iliman Ndiaye dans la surface de réparation adverse, c'est bien sûr insuffisant. Mais évidemment que c'est insuffisant, totalement insuffisant. Et quand tu reviens d'où il revient, il peut pas d'un coup d'un seul se transformer. Donc il a fait des bons matchs jusqu'à présent. Ce soir, c'était pas du tout un bon match pour lui. Mais on peut pas lui en vouloir parce qu'il a été efficace. Il y a peut-être un peu aussi de fatigue. Il a aussi peut-être besoin d'un petit peu de repos. Mais ça n'a pas été un grand soir pour lui, effectivement. Jacques, Steph, on va passer au top 3 et au flop 3. On va démarrer par les flop 3 de ce OM Nantes et on va rester avec toi, Jacques. Ton flop 3. Alors le flop 3, ce soir il n'est pas compliqué. Le premier, c'est Ulysse Garcia. Je l'ai trouvé
vraiment en dessous. Derrière, j'ai mis Quentin Merlin parce que son entrée, elle ne me satisfait pas du tout. Et Iliman Ndiaye, bien entendu, dont on vient de parler. Quentin Merlin, Ulysse Garcia et Iliman Ndiaye pour Jacques. Et pour toi, Steph? Ouais, je vais le rejoindre. Ulysse Garcia a eu énormément de mal ce soir. Après, ouais, Quentin Merlin aussi, c'est vrai que son entrée est très compliquée. Il va falloir qu'il se réveille parce qu'on sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Et le troisième, Ndiaye, comme on en a parlé juste avant, il a été tout simplement transparent ce soir. Et ton top 3, Steph? Mon top 3, Aubameyang, Harit. Et j'aimerais bien mettre un top 4 parce que la charnière centrale ce soir a été tout simplement exceptionnelle. Ouais, la doublette Mbemba Balerdi, on en a parlé pendant le débrief. Jacques, ton top 3, toi? Effectivement, quand j'ai parlé de la doublette tout à l'heure, Aubameyang, bien entendu, c'est number one, et puis derrière Mbemba Balerdi, Mbemba, Harit, voilà, tu les mets dans l'ordre que tu veux, mais ce soir, effectivement, comme Steph, on a besoin d'avoir 4 joueurs qui soient dans les tops, et je le rejoins à 1000%. Steph, dernière petite question pour toi. Prochain match face à Villarreal, en Espagne, bien sûr, pour ce 8e de finale, retour d'Europa League. Quelle va être la clé pour toi de ce 8e de finale retour, après cette belle victoire de 2-0 des Marseillais? La clé, c'est ne pas se dire que tout est gagné d'avance et que tu es qualifié, c'est partir sur un 0-0. Voilà, et essayer d'être sérieux, concentré. Et tu as 99% de chance parce que malheureusement, depuis qu'un soi-disant pseudo-club a éclaté ce stade-là. Tu parles de qui, Steph? Il y a un club de la capitale qu'on va rencontrer à la fin du mois, qui est rentré dans le dictionnaire avec un mot qu'on connaît tous maintenant. Donc il y a ce fameux 1% de chance de se faire éliminer. Mais bon, sincèrement, en étant sérieux et concentré, ça devrait passer tranquillement. Au moins tenir la première mi-temps avec ce score. Essayer de piquer si on peut piquer pour pouvoir faire souffler parce qu'il y a un déplacement important après à Rennes. Ouais, ne pas trembler, ne pas avoir ce mot de remontada qui circule dans les têtes des joueurs de l'Olympique de Marseille. Merci Steph d'avoir été avec nous sur nos antennes dans le débrief du BDS. Jaco, dernière petite question, j'aimerais t'entendre sur un joueur, c'est Pape Gueye, qui lui n'est pas qualifié pour l'Europa League, donc il va jouer beaucoup de matchs normalement de Ligue 1. Aujourd'hui, il était titulaire. Ce qu'on peut dire de Pape Gueye, en tout cas moi c'est comme ça que je le résume, c'est un peu en dessous de Kondogbia, mais c'est vraiment au-dessus de Jean Onana. Ah bah oui, il n'y a pas photo entre tous les deux. Dans la récupération, évidemment que même dans l'organisation, Pape Gueye, il a des idées où il casse les lignes. Il a été étincelant. Kondogbia a fait une très très belle rentrée, mais c'est bien d'avoir un pendant comme ça. D'abord, ils sont gauchers tous les deux. Il y a du talent tous les deux. Un, il est plus expérimenté que l'autre, mais par contre, il y a du talent et j'espère et je souhaite de tout cœur qu'on puisse trouver un accord avec Pape Gueye parce que c'est tout simplement indispensable de l'avoir avec nous. Ouais, il faudrait espérer en tout cas qu'un accord soit trouvé avec Pape Gueye, son entourage et la direction pour une possible prolongation de contrat et éviter qu'un joueur comme Pape Gueye parte librement à la fin de la saison. Merci Jaco en tout cas d'avoir été avec nous sur Maritima. Merci Enzo, bonsoir à tous et à bientôt sur Maritima dans le bar des supporters. À bientôt, à très vite parce que dès demain sur Maritima vous pourrez retrouver le BDS, bien entendu. Jaco, on te voit tous les jours presque sur Maritima et c'est un réel plaisir. Merci les gars, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Le prochain match pour l'Olympique de Marseille, on le rappelle, c'est ce 8e de finale retour d'Europa League avec le déplacement à Villarreal après cette belle victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille face au FC Nantes. Un doublé, on le disait, de Pierre-Emerick Aubameyang, un but à la 17e minute et un but à la 80e qui ont permis aux Olympiens d'enchaîner une 5e victoire de suite depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, et c'est une victoire qui fait énormément de bien, que ça soit dans les têtes mais aussi comptablement, car l'Olympique de Marseille revient à 3 points de la 4e place, synonyme de barragiste pour la future place en Ligue des Champions. Et il arrive un autre match important, c'est dimanche prochain à 17h05 avec le déplacement
à Rennes pour potentiellement encore une fois reprendre des places pour au classement. Je disais, dès demain, vous retrouverez bien entendu le bar des supporters à partir de 17h30 sur Maritima pour revenir à longueur sur la rencontre de ce soir, mais aussi se projeter pour ce match très attendu face à Villarreal. Ça sera jeudi à 18h45 en Espagne. Excellente fin de soirée sur Maritima. Pied gauche de la part de Balerdi, on écarte côté Aminarit vers Ismail Assar, on a un contre avec Ozza, est-ce qu'il va rentrer dans la surface? Oui, il va tenter. Il est quasi arrêté, mais il arrive à se centrer fort et le but du Renard. Et oui, le Pierre-Emerick Aubameyang qui touche un de ses premiers ballons ce soir. Le décalage d'Ismail Assar en un contre un face à Kozza, centre fort au premier poteau. Et qui est là? La science du buteur, l'expérience du joueur passé par Dortmund, par Arsenal, par Chelsea, par le Barça, par Saint-Etienne, par le Milan AC. Oui, Pierre-Emerick Aubameyang ne marque pas que des buts spectaculaires, et celui-là il est allé le chercher grâce à un très bon travail d'Ismail Assar. Allez, on s'en fout, il est par terre, c'est pas grave, c'est quelqu'un qui est en train de faire du cinéma. Attention, le centre, deuxième poteau, il peut y avoir Aubameyang, c'est arrêté l'Aubameyang, Passalto, Aubameyang, il est là, le meilleur attaquant de la Ligue 1 en ce moment. Oui, c'est pas le numéro 5 du PSG, c'est le numéro 10 de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, qui